Merci de votre attention. Un petit cours aujourd'hui sur l'hypnose. Je me présente, je suis Lionel Maillard, je suis hypnothérapeute. Je pratique en cabinet libéral jusque dans la région, dans le département de l'Oise. Je suis également le président des centres d'hypnose anti-tabac en France. Bon, il n'y en a pas une quantité énorme, mais il y en a 3, un sur Bordeaux et en Seine-et-Marne et un dans l'Oise, le mien. Je suis aussi également l'administrateur d'une plateforme de téléchargement de thérapeutique sur Internet qui s'appelle le Psychologue. Voilà, et je suis donc hypnothérapeute. Donc j'aimerais que cette intervention soit plutôt interactive et que si vous avez au fur et à mesure du développement, de l'exposé de la conférence aujourd'hui, si vous avez des questions, et bien surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Et j'essaierai, tant que faire se peut, à répondre à toutes ces questions. Ok? Ça va pour ça? Je suis Monsieur Maillard, Lionel. Alors, hypnothérapeute, j'ai été formé à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonienne. C'est pour moi, pas parce que c'est mon école, mais mon institut, mais parce que c'est probablement une des quelques meilleures écoles françaises et européennes. Avec d'autres, bien sûr. Voilà pour la présentation. L'hypnose, donc. Qu'est-ce que l'hypnose? Définition de l'hypnose. Est-ce que quelqu'un a une idée de la définition de l'hypnose? C'est ça, enfin, notre attention, en fait. Voilà. Mais le Larousse dit principalement que c'est un état modifié de conscience entre veille et sommeil. Là, si vous voulez noter, vous pouvez retrouver cette définition sur Larousse. Entre veille et sommeil créée par la suggestion. La suggestion hypnotique, donc les mots, des phrases, des suggestions. Voilà, définition littérale de l'hypnose. Alors, les différentes hypnoses. Il y a l'hypnose classique. Alors, l'hypnose classique, c'est l'hypnose en fait de nos ancêtres. C'est l'hypnose qui est pratiquée aussi en spectacle notamment. J'imagine que vous avez tous au moins vu, pour ne pas le citer, M. Mesmer, à la télévision, que j'ai moi-même regardé samedi dernier. Et je dois avouer qu'il fait du beau spectacle. Ça fonctionne très très bien. On en parlera tout à l'heure. Ça pose des questions éthiques ou pas? Pardon? Je sais pas, ça pose des questions éthiques. Ça pose des questions éthiques. On en parlera tout à l'heure, ce sera une partie de l'exposé. Ok? On en parlera. Ah, je pourrais, bien sûr, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit le but de la conférence aujourd'hui, quand même. J'imagine non bien, mais enfin, c'est pas le but du cours. Alors, il y a l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne. Est-ce que quelqu'un connaît peut-être ce monsieur Milton Erickson, qui est décédé, moi, il est né en 1901, décédé en 1980. Monsieur Milton Erickson, qui, de par sa créativité, son génie, son approche, il a revu un petit peu tout ça, il a corrigé un petit peu tout ça. Et il en a fait une approche qu'on appelle l'hypnose ericksonienne aujourd'hui, qui porte son nom. Ericksonienne, donc qui a laissé sa trace, évidemment, dans l'histoire de l'hypnose. Évidemment, M. Milton Erickson étant décédé en 1981, l'hypnose a continué, évidemment, d'évoluer. Et, à partir de cette date-là, elle s'est principalement associée à la PNL, la programmation neuro-linguistique. Et du coup, cette association de l'hypnose ericksonienne et de la PNL a créé, évidemment, la nouvelle hypnose. On en parlera tout à l'heure aussi un petit peu. Nouvelle hypnose, association donc de la PNL et de l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson. Ensuite, l'hypnose a continué d'évoluer avec l'hypnose humaniste. Alors là, l'hypnose humaniste, c'est Olivier Lecoeur, en 2001, qui lui, en fait, a inversé les concepts. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est agir, je l'ai entendu tout à l'heure, sur l'inconscient, pour que, comme l'inconscient contrôle le conscient, eh bien, donc, si l'inconscient change, le conscient profite donc de ce changement. L'hypnose humaniste, c'est le contraire. C'est-à-dire, on associe le conscient et l'inconscient. On en fait qu'une seule entité. Ce qu'on appelle l'évolution de conscience. Vous pouvez vous documenter là-dessus. L'hypnose humaniste, le site de l'IFHE. Le précurseur de l'IFHE, c'est Olivier Lecoeur. C'est lui qui est le précurseur, justement, de l'hypnose humaniste. Inversion des concepts. On ne travaille plus sur la dissociation, en conscient et l'inconscient, mais plutôt sur l'association des deux. Vous me poserez des questions tout à l'heure sur ce sujet, si vous le souhaitez. Maintenant, que peut-on traiter avec l'hypnose? Alors là, j'ai dressé une petite liste non exhaustive des cas traités avec succès par l'hypnose, mais il faut savoir que l'hypnose est efficace, on va dire, à partir du moment où un médecin, par exemple, après analyse, assise, diagnostic, dit je ne peux rien faire, c'est somatique, psychosomatique, c'est nerveux, c'est dans la tête. Mais à partir de là commence du travail du thérapeute et de l'hypnothérapeute notamment.
quand le médecin n'y peut rien, on peut dire que c'est souvent psychologique. Et si c'est psychologique, l'hypnose peut facilement intervenir. Et notamment, l'arrêt du tabac. Ce qui est pour moi, en tant que président des centres d'hypnose anti-tabac, les 2 tiers de mon travail. 2 tiers, c'est énorme. Et la perte de poids? On va y venir. Excès de poids, boulimie, mincir, rester mince, soutien psychologique. Alors moi, personnellement, en cabinet, je travaille surtout sur ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Un trouble du comportement, c'est à partir du moment où il y a cette notion que c'est plus fort que moi. On n'arrive pas à gérer des pulsions, des compulsions, et pulsions et compulsions qui viennent anéantir évidemment tous les efforts qu'une personne peut faire pour perdre du poids. Il faut absolument déverrouiller ces troubles, sinon évidemment ça pose un problème dans la gestion du poids, forcément, puisque c'est toujours une situation qui vient anéantir les efforts que l'on peut faire. Il faut bien différencier un trouble du comportement avec tout simplement de la gourmandise. Le mode d'intervention et le protocole d'intervention sont évidemment en hypnose très différents. Les troubles psychologiques, les phobies, les dépressions nerveuses, l'anxiété, le stress, les crises de panique, le manque de confiance en soi, ainsi que les problèmes d'ordre sexuel, impuissance, rigidité, trac, problèmes de mémoire, etc. Important, l'hypnose peut agir sur ces phénomènes à partir du moment où on peut qualifier que c'est d'ordre psychologique, bien sûr, attention. S'il y a un problème d'ordre mécanique, l'hypnose ne pourra jamais rien y faire. C'est logique. Ensuite, les troubles digestifs. Souvent, les troubles digestifs liés au stress. Les ulcères, coliques, diarrhée, dus au stress. Le stress est probablement, aujourd'hui, dans notre société, un des problèmes majeurs. Il génère forcément une quantité multiple de symptômes. Les maladies psychologiques, les maladies de peau, j'en ai cité quelques-unes, l'eczéma, le psoriasis, lié très souvent au stress, les allergies, etc., etc., etc. Migraines, troubles obsessionnels compulsifs et du comportement. Évidemment, les luttes contre la douleur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en milieu hospitalier, aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins anesthésistes aussi qui se forment à l'hypnose. Parce que les analgésies et les anesthésies sous hypnose peuvent se révéler être parfois une sorte de palliatif qui évite bien souvent, qui peut éviter la prise de médicaments. Ok ? Et aussi, évidemment, dans le cadre de développement personnel, le coaching professionnel ou personnel, la réorientation professionnelle, la préparation aux examens, ça c'est important, vous qui avez forcément des examens à passer. L'hypnose est un outil assez exceptionnel pour se préparer. Il y a des techniques très précises, notamment de visualisation mentale, qui font qu'on peut préparer son cerveau finalement à l'excellence, ne laisser à son cerveau qu'une seule et unique option, celle de réussir. L'hypnose est un outil efficace. Maintenant, comment ça marche? Ça, c'est important. Comment ça marche? Nous sommes tous équipés de la même manière. C'est-à-dire qu'on a tous une partie de nous qu'on appelle le conscient et une autre partie qu'on appelle notre inconscient. Ça, c'est de la science, c'est même pas moi qui l'ai inventé. Donc, on a tous 2 parties. Mademoiselle, là-haut, qu'est-ce que j'ai dit exactement? 2 parties, lesquelles? Le conscient et l'inconscient. Merci, c'est gentil. Voilà. Le conscient et l'inconscient. Le conscient, globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est globalement 10% de notre potentiel. 10% de notre potentiel seulement. Ça veut forcément dire que notre inconscient, eh bien, c'est 90% de nos ressources. Des ressources qui sont à nous, mais qu'on ne peut pas exploiter, qu'on ne connaît pas. Notre inconscient, je dis toujours et tous les jours, c'est une partie intégrante de nous. Le seul problème, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, évidemment, forcément, on n'en tient pas compte. Je peux distinguer les différentes parties de mon corps. Elles sont présentes, existantes, j'en ai parfaitement conscience. Mais l'inconscient, comme son nom l'indique, on ne le connaît pas. Donc, on ne tient pas compte de son fonctionnement. On va voir un petit peu en détail comment ça fonctionne, parce que ça, c'est la base de l'hypnose. Le conscient, tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, le conscient, c'est simple. C'est tout ce que vous connaissez de vous. C'est-à-dire l'éducation que vous avez reçue, votre parcours, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, métier, famille, apprentissage et données. Le conscient, en fait, c'est tout ce dont vous avez conscience. Jusque-là, ça va. Mais votre inconscient, où est-il? Que fait-il celui-ci? Si je vous pose la question là maintenant, dans ces fauteuils, qu'est-il en train de faire votre inconscient maintenant? On ne sait pas parce qu'on n'a pas conscience. Pardon? On ne sait pas parce qu'on n'a pas conscience. Exactement. Notre langage non verbal.
Le langage non verbal, exactement, est un langage inconscient. Effectivement, tous ces micro-expressions, parfois qui trahissent nos émotions, la peur, la crainte, le doute, ce sont des mécanismes inconscients. Mais que fait-il plus précisément? 90% de nos ressources. Pour bien comprendre, on va imaginer la chose suivante. Et je dis bien imaginer, parce que ce n'est pas comme ça vraiment. Imaginons qu'autour du corps, il y aurait comme une sorte de frontière invisible et infranchissable. Il n'y en a pas, hein. C'est juste une image, bien sûr. Comme une bulle, en fait. Et que le corps soit au milieu. Et qu'à l'intérieur de cet espace, ce soit que le conscient. Et essentiellement le conscient. Soit la frontière invisible et infranchissable, le corps au milieu. Entre la frontière et le corps, un espace. L'espace, on va dire qu'il contient les informations. Éducation, parcours, métier, famille, apprentissage et données. En fait, les apprentissages et les données n'étant tout simplement pas du solide, de la matière, on va dire que c'est de l'espace. Ok? Donc, dedans, le conscient. Ok? L'inconscient, d'après vous, dans cette image, et encore une fois, évidemment, ce n'est qu'une image, il n'y a pas de frontière autour du corps, ça se saurait. L'inconscient serait où, d'après vous? L'extérieur. Exact. Exact, tout à fait. Il ne peut pas être dedans, parce que dedans, c'est ce qu'on connaît. Et l'inconscient, par définition, on ne connaît pas, c'est l'inconscient. Et dedans, c'est 10% de notre potentiel. L'inconscient, c'est 90%. Donc, très logiquement, il ne pourra même pas rentrer à l'intérieur de cette profond. Effectivement, on va dire que c'est un autre espace derrière cette frontière. Un espace infiniment plus grand, puisque c'est 90% de vos ressources. Des ressources qui sont à vous. Mais pas de chance. C'est pas accessible. Pour toutes les ressources dont vous avez besoin, c'est pas dur. Au prorata, on pourrait dire que 10% sont à l'intérieur. Donc des ressources évidemment que vous pouvez utiliser et que vous utilisez, vous n'êtes pas pour ça tous les jours. Mais il y a 90% de ressources qui sont de l'autre côté que vous ne pouvez pas utiliser. Et parfois dans cet inconscient se verrouillent des processus, troubles du comportement, alimentaire, compulsif, phobie, allergie, troubles obsessionnels, etc. Verrouillés dans notre inconscient. Il faut bien comprendre que notre inconscient, à ce niveau-là de la thérapie, il a une action toujours positive, il a toujours une intention positive. Même quand c'est un symptôme parfois relent, il peut avoir une raison précise. Et être là, pas forcément par hasard. Le conscient, l'inconscient. L'inconscient, de l'autre côté de cette frontière, il a finalement trois grandes fonctions. Trois grandes fonctions, on les a détaillées là. Premièrement, il régule, coordonne, synchronise toutes nos fonctions finalement physiologiques, biologiques, autonomes. C'est-à-dire en fait tout ce qui fonctionne tout seul chez tout être humain. Et dans notre organisme, vous le savez sans doute même un petit peu mieux que moi, il y a plein de choses sur lesquelles, plein de fonctions sur lesquelles nous n'avons aucune action consciente. Des exemples, bien sûr, si vous voulez. Est-ce que l'on peut agir, par exemple, consciemment sur notre système nerveux? Est-ce que quelqu'un peut faire ça ici? Agir consciemment sur son système nerveux. On pourrait dire que si tout le monde peut faire ça, il n'y a plus jamais de dépressif. Dépression nerveuse, c'est quand même un petit peu le système nerveux qui, quelque part, se dérègle. Est-ce que l'on peut agir consciemment sur notre système immunitaire? Entièrement automatique, les gens seraient plus malades. Est-ce qu'on peut agir consciemment sur notre système digestif? Le corps. Vous avez déjà réfléchi. Je mange. Mais ce qui se passe à l'intérieur, aucune action consciente. Notre corps est une véritable usine, finalement, à retraiter les aliments, les nutriments, à en faire des substances chimiques pour nourrir chacune de nos cellules. Tout le reste, déchets. Pas besoin. Entièrement automatique. Oui. Système parasympathique, ça s'explique par de la chimie, par du... Ah, voilà, ça c'est l'opinion forcément du... Comment je peux faire j'ai pas de pas, Eh bien, on va voir. c'est de la chimie, du biologique. Bien sûr, mais ça fonctionne d'une façon précise. Vous avez raison, c'est de la chimie, c'est de la biochimie, tout ça, c'est normal, c'est logique. Il faut bien comprendre que ces fonctions-là sont gérées automatiquement. Bien d'accord. La température du corps, c'est pareil, j'ai pas de thermostat pour monter la baisse. Donc on peut dire que ces fonctions sont gérées inconsciemment. C'est le terme qui m'embête, c'est pas inconscient, parce que le corps il est intelligent, il fait un équilibre. Ah, mais est-ce que vous avez une action consciente là-dessus? Je pense qu'on pourrait fouiller ceux qui font de l'apnée, tout ça, ils arrivent. Ah, bien sûr. Un travail, parce que Moi, je vous parle, plaignant, évidemment, si vous prenez le grand mage tibétain, le sage tibétain, voilà. C'est la capacité, l'homme, c'est qu'on les travaille peut-être Oui. pas, comme vous les avez travaillés, pour en arriver à ce niveau d'hypnose. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais le commun des mortels, il n'a quasiment pas d'action consciente. À l'état naturel, non. L'état naturel, non. Donc ces fonctions sont gérées inconsciemment. Inconsciemment, réfléchissez, il y a déjà la réponse dans le mot. Géré inconsciemment, donc géré par notre inconscient. C'est une complexité absolument incroyable et notre inconscient gère ça très bien.
tous ces automatismes. Et on en a plein des automatismes, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, des automatismes tous les jours, des mécanismes inconscients, tout simplement. Ça, c'est la première des grandes fonctions. Notre inconscient, deuxièmement, il ne fait pas que ça, c'est extraordinaire, c'est une sorte de réservoir de connaissances aussi. Votre vie, finalement, zéro, jusqu'à aujourd'hui, eh bien on peut dire que tout a été enregistré. L'inconscient, finalement, c'est un petit peu comme un disque dur sur un ordinateur. Il stocke toutes les informations. Mais évidemment, si je vous demande, par exemple, vous, qu'avez-vous fait il y a 10 ans, le 15 janvier à 3h de l'après-midi, il y a des chances que vous soyez embêté pour répondre à cette question. Moi, qu'il soit passé quelque chose d'important, je crois. Vous l'avez oublié, cette information, moi aussi. Eh bien, votre inconscient, il y a des chances qu'il s'en souvienne, lui. Sous hypnose, par exemple, il y a des chances que votre inconscient puisse nous restituer cette information. Alors attention, ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de magie là-dedans. Je le répète tous les jours. C'est simplement de la logique. On va faire une association, c'est-à-dire un souvenir précis que vous avez, qui, tant qu'à faire, va se rapprocher le plus de vos recherches. 10 ans, 15 janvier, 3h de l'après-midi. Une deuxième association, une troisième, une triangularisation. Tout ça, un fil conducteur, et on va retrouver cette information. C'est là que vous faites penser à la magie de l'enfance. Donc on sent la magie qui nous rappelle des souvenirs. Sur le moment, on n'y pense pas, et puis c'est une odeur. Et voilà. Eh bien, c'est le même principe. C'est le même principe. Un autre truc absolument passionnant, qui prouve quelque part cette puissance de notre inconscient. Est-ce que vous avez déjà entendu parler en publicité, notamment des images subliminales? Oui. Une image subliminale. En fait, une image subliminale, tout simplement, dans le visuel, c'est une image qu'on voit. Notre cerveau perçoit environ 24 images par seconde. Ça, c'est tout simplement la théorie de la 25e image. On ne la voit pas. Parce qu'elle est tout simplement trop rapide. Une image, on ne voit pas, la 25e. Il y a, pour vous citer un exemple, la marque Coca-Cola, qui a trouvé le moyen de faire une expérience dans les salles de cinéma une année. Vous voyez dans les bandes annonces de films, au début de la séance, la marque Coca-Cola apparaît. Une image qui apparaît et disparaît tellement rapidement que techniquement notre cerveau ne peut pas la percevoir. Seulement, on s'est rendu compte qu'à la pause de l'entracte, à l'époque où il y avait des pauses des entractes de cinéma, les gens se retrouvaient en grande majorité à aller consommer beaucoup plus de Coca-Cola. On est influencé pour acheter un produit. C'est indiscutable, même pour les esprits les plus cartésiens qui croient qu'est-ce qu'ils voient, et là du coup en l'occurrence ils voient rien, donc ils voient, ils croient pas. Ou les esprits les plus obtus, qui eux de toute façon ne croient jamais en rien du tout. Eh bien, on ne peut qu'admettre et reconnaître qu'on est vraiment influencé pour acheter un produit. Je dirais presque que je peux encore l'intégrer, ça. On a tous plus ou moins entendu parler de ces images subliminales. Mais si on réfléchit un instant, je suis concentré dans ma salle de cinéma, sur l'écran, parfaitement attentive. L'image, c'est trop rapide, je la vois pas. Mon inconscient a vu l'image. Et c'est pour ça donc que je suis influencé pour acheter ce produit. Mais mon inconscient, c'est moi quand même, hein. Lui c'est moi, et moi c'est lui, il voit, et le conscient. Essayez de tourner ça un petit peu dans votre tête en boucle là. Mon inconscient voit quelque chose que le conscient ne voit pas. C'est complètement irrationnel. Troublant. Vu sous un autre angle, écoutez bien. Vous avez compris, je vous l'ai expliqué, notre inconscient, c'est cette partie à l'extérieur de cette frontière imaginaire, ce n'est qu'une image, bien sûr, il n'y a pas de frontière autour du pas, mais c'est moi. C'est donc 90% de moi, c'est énorme. Si mon inconscient a vu l'image, et que mon inconscient c'est moi, eh bien ça veut dire que j'ai vu l'image. On est bien d'accord. Mais ça veut dire aussi que je ne sais pas que je l'ai vu. Je ne sais pas que j'ai vu quelque chose. J'ai vu, mais je ne sais pas. Tournez cette phrase dans votre tête, vous allez voir que c'est complètement irrationnel. Mais ça. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple vécu des choses traumatisantes. Non, c'est dans la partie oubliée et puis nous se permettre de. L'inconscient peut refouler ces images-là. On appelle refouler un traumatisme. C'est pas propre du souvenir. Vous prenez deux personnes dans la même situation, le même vécu, vous demandez de raconter ce qui s'est passé. Il y a certains vont dire bah non, j'ai pas vu ça, t'as vu ci, et l'autre. Bah. Voilà. Et chacun, ils ont la même chose a priori. Chacun va percevoir en fonction de son éducation, de son vécu, de son parcours, va percevoir des choses que l'autre ne va pas percevoir, tout simplement. Ça, c'est un mécanisme complètement inconscient. Mais notre inconscient voit des choses que le conscient ne voit pas. Votre inconscient fait des choses que le conscient ne sait pas faire. Votre inconscient se souvient d'informations que le conscient a complètement oubliées. Le but, c'est de se protéger. C'est sa protection. D'ailleurs, c'est le troisième grand pilier. Troisième grand pilier de protection. Notre inconscient, c'est aussi comme un mécanisme de sécurité, de surveillance et de protection. Effectivement, vous avez raison. Notre inconscient, par exemple, est capable, dans certaines circonstances, de nous envoyer de vrais symptômes, des vraies douleurs, pour par exemple nous alerter que l'on peut avoir un comportement qui ne le ressemble. On va prendre un exemple tout simple. Une personne super stressée, super angoissée, qui est dans un stress trop important tous les jours,
Eh bien, l'inconscient fait son travail. Il envoie des messages, des symptômes, des douleurs. Notre inconscient nous connaît par cœur, forcément, vous l'avez compris, c'est 90% de nous. Donc il faut utiliser ce qu'il connaît. Nos fragilités. Les fragilités, c'est simple, pour certaines personnes, ça peut être l'estomac, les intestins, la peau, les os, le système nerveux. Ça va se dérégler quelque chose. Et curieusement, si la personne, elle comprend évidemment le symptôme à un moment donné de sa vie, et qu'elle sait agir, bien sûr, se repose, prend des vacances, apprend surtout évidemment à gérer les situations avec beaucoup plus de recul, et bien on se rend compte que le symptôme peut disparaître du jour au lendemain. Tous les symptômes très souvent expliqués dans la chaîne médecin, et le médecin évidemment avec compétence, va vous faire une batterie d'analyse et d'examen, et finir parfois par vous dire je ne vois rien, vous n'avez rien. Ou alors il va ajouter c'est somatique, psychosomatique, c'est nerveux, c'est dans votre tête. Effectivement, mécanisme de protection. Mécanisme d'alarme en fait. Ça c'est le premier pilier de fonctionnement de notre inconscient. Nous protéger. À ce niveau-là de la thérapie, il n'y a pas d'autodestruction, c'est de la protection, vous avez raison. Mais notre inconscient a un deuxième pilier de fonctionnement. Parce que pour bien comprendre son fonctionnement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Notre inconscient est géré par une partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Reptilien, c'est sans doute étudié ça. Donc la partie la plus ancienne de notre cerveau. Dans l'évolution du cerveau, pour vous expliquer, le de Cro-Magnon, il y a des chances qu'il avait déjà cette partie de cerveau. Il n'avait que celle-là. Notre cerveau a évolué au fil des millénaires. Aujourd'hui, il y a le cerveau limbique, système limbique, et le cortex, le néocortex. Ça, c'est le fruit de l'évolution du cerveau. Mais la partie qui gère encore notre inconscient aujourd'hui, c'est toujours ce fameux cerveau reptilien. Et son mode de fonctionnement, de sa complexité, il est simple et rudimentaire. Instinct de survie, reptilien, instinct de survie, j'ai compris, il y a une connexion, c'est évident. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est tout simplement reproduire les schémas. Reproduction de schémas. Notre inconscient a horreur des surprises, horreur de l'inconnu. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre inconscient nous influence. Et depuis la nuit des temps, pour que l'on reproduise tous les schémas qu'il connaît. Et notamment, c'est notre éducation. Attendez. Notre inconscient sait ce qui s'est passé dans notre éducation. Évidemment, c'est nous 90%. Donc si on reproduit ce qui s'est passé, notre inconscient souvent sait ce qui va se passer. Et ça, notre inconscient adore ça. Et du coup, il n'est pas rare de voir les gens reproduire les schémas par lesquels ils ont été éduqués, même si c'est négatif. Évidemment, attention, vous allez toujours tomber sur l'exception qui va confirmer cette règle. Il y a toujours une exception qui confirme une règle, c'est mathématique. C'est-à-dire une personne qui va faire ce que j'appelle moi en thérapie, supprimer un schéma. C'est-à-dire, en fait, faire tout le contraire. Par exemple, une personne qui a manqué d'amour ou d'affection pendant son enfance, va peut-être avoir tendance à en surdonner à sa progéniture plus tard. Tout simplement parce qu'on en a tellement manqué. Sublimation d'un schéma ou la reproduction. C'est classique, soit on reproduit. Deux piliers de fonctionnement finalement. Instinct de survie et ces mécanismes de transmission du savoir, quelque part c'est un petit peu ça, et de reproduction de schéma. Si vous voulez. Oui. Non, après, je ne sais pas si c'est vraiment adapté de parler de ça, mais ici en tout cas, mais quand vous parlez de reproduire en fait les schémas, ça me fait penser un peu aux rituels que peuvent avoir des personnes atteintes de pathologie mentale, par exemple les autistes, qui vont avoir des rituels en fait, c'est inconscient aussi, ça je... Bien sûr, ce sont des mécanismes inconscients et finalement, ça va rassurer la personne. Parce que son inconscient adore ces mécanismes-là. Pour un inconscient, c'est simple. Là où il n'y a pas de surprise, c'est confortable. À partir du moment où il y a des surprises, ça devient gênant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend compte que souvent, pour l'addiction au tabac, on pourra faire cette petite parenthèse après, mais on se rend compte, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là pour le coup, parce qu'on peut échanger, on est face plus à une dépendance plus psychologique que physique finalement. Ce sont les gestes. Un mécanisme de défense aussi pour se protéger de l'autre en fait. Aussi, parfois aussi, ça nous, voilà, on se replie sur soi-même un petit peu derrière sa cigarette ou derrière toute autre chose. Derrière son poids aussi, derrière ça. Une sorte de carapace parfois, et c'est psychologique, entièrement psychologique. Et oui, effectivement, c'est de la protection, c'est les autistes notamment, c'est vrai, ils aiment bien ces choses parce que c'est quelque part c'est rassurant. Ce sont des processus inconscients par excellence. Et tous les jours, hein, vous faites attention, on est des rituels, prenez rien que le petit déjeuner le matin. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais globalement, on fait toujours la même chose. On se lève à la même heure, on le même petit déjeuner, on le même bol, le même thé, le même café, le même tartine, assis au même endroit sur la table. Puis pas le contraire. Eh bien, ce sont des mécanismes de processus inconscients, tout simplement. Ça vous rassure, ou pas. Moi, personnellement, j'évite de faire la même chose. Mettre des petits grains de sable dans tous les rouages, ça évite de se retrouver dans ces modèles automatiques. Du coup, ça impose quelque chose d'important de faire attention,
de faire à chaque fois différemment tous les jours. On est obligé de faire attention. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on a fait et on ne sait pas ce qu'il reste à faire. Donc on est obligé peut-être ce qu'on appelle notamment sophrologie, dans l'instant présent. Attention. Ce qui vite bien souvent, quand ça sait ce qui s'est passé hier, se dire demain ce sera encore pire. Important. Oui. On est presque prédéterminé. Donc il n'y a pas de place par rapport à ce que tu dis au hasard. Alors, je vous disais qu'on est presque prédéterminé, puisqu'on répète tout et qu'on est rassuré de se reproduire, de manger un vitam aeternam. Voilà. C'est comme ça fonctionne comme ça. Ce sont des mécanismes, des processus. Quand on n'apprend rien, c'est qu'on est, on meurt. C'est rassurant parfois, ou pas. C'est vrai qu'on est dans ces processus, c'est rituel, et depuis la nuit des temps, ça fonctionne comme ça. Bon, sachant qu'aujourd'hui, attention, on est en 2017, on n'est plus obligé de fonctionner comme le plus Cro-Magnon. Ça, il faut se documenter. Monsieur Olivier Locker, l'hypnose humaniste, là, on est dans le concept différent. Là, en fait, l'hypnose humaniste, c'est je suis capable de comprendre que mon inconscient fonctionne selon deux grands critères, instinct de survie, reproduire le schéma, mais ça veut dire que mon inconscient n'est pas forcément stupide, pour le coup. Et qu'il peut comprendre aussi que le conscient a tout compris. Mais c'est l'association des deux, là, c'est la compréhension, c'est l'évolution de conscience. C'est une pensée que là on est dans peut-être de la préhistoire, de la découverte de ce qui se passe. Qu'on pourra un jour maîtriser, enfin connaître cette inconscient, et le maîtriser, enfin le dompter du moins, ou travailler avec. Bien sûr, je pense que l'avenir le dira. Bon, on n'est pas là, on utilise 10% de notre potentiel. Et dans vos recherches que vous faites, vous y croyez? Je crois notamment, simplement en faisant le constat qu'un simple dauphin utilise déjà 20% de son cerveau et nous seulement 10%. Et encore pour les plus généreux d'entre nous, disons. Pour les plus généreux d'entre nous. C'est une vérité, c'est vrai. Donc oui, je pense que le monde évoluera, on va comprendre de par la technique. Je pense que par tous ces mécanismes d'évolution, on finira par comprendre comment peut-être utiliser une partie plus grande de notre cerveau. Les neurosciences, ça vous aide? C'est complètement... Les neurosciences, parfois, viennent prouver ce que nous autres nous parlons déjà en hypnose humaniste, notamment depuis des années. Vous complémentez? On se complémente, tout à fait. Parfois, il y a même des recherches qui se font parce que le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose de magistral. On est loin, comme oui, on a encore un homme de Cro-Magnon là, pour comprendre comment ça va fonctionner demain. Donc, finalement, tout ça, c'est complémentaire. Mais pas suffisamment. Je considère que l'hypnose n'est pas un partenaire reconnu, suffisamment reconnu pour faire des recherches sur ces domaines-là. Ouais, pardon, pas ça.